Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je remercie le barreau des Hautes-Alpes, les avocats au barreau des Hautes-Alpes et notamment Maître Compigne et son confrère Maître Dureau qui nous rejoindra tout à l'heure pour ce webinaire consacré au choix en fait au final des structures juridiques. Quelles sont les questions qui peuvent guider le choix des participants en faveur d'une entreprise individuelle ou d'une société. Je pense que vous interviendrez sur ce sujet en particulier avec tous les impacts que ce choix peut engendrer en matière de protection du patrimoine, en matière de fiscalité, autant de questions et c'est un vaste sujet. En effet, merci de relever le challenge parce qu'en 1 heure, autant dire que vous irez probablement à l'essentiel, mais ça donnera déjà des éléments d'éclairage. Donc, encore une fois, merci au barreau des Hautes-Alpes d'être partenaire de ce salon virtuel que la CCI a souhaité mettre en place au bénéfice des porteurs de projets en création ou en reprise. Donc, je vous laisse la parole, Maître Compigne, pour développer ce sujet qui est dense et riche. Merci Annie. Voilà, merci d'être présent à vous quatre du coup. La liste qui s'affiche à côté. Alors c'est assez peu commun effectivement. Depuis 1 an, on pratique ce genre de formation. C'est pas très pratique parce qu'on n'a pas le visuel, on ne voit pas comment les gens réagissent. Mais n'hésitez pas, je pense que vous avez la possibilité de lever la main. Ah oui, Virtuelle. ça oui, et de prendre le son aussi. Voilà. Donc, Et ça, voilà. ce serait vraiment très bien si Voilà. on pouvait avoir un minimum d'interactivité. N'hésitez surtout pas à m'interrompre. Parce que déjà, je dirais que quand on fait des formations, on va dire en présentiel, c'est toujours un peu monotone. Ça peut l'être en tout cas. Là c'est encore on a un degré supplémentaire. Et alors, si vous voulez intervenir, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc, mon confrère va nous rejoindre normalement, je l'espère, en tout cas en cours de session. On va un peu intervertir, alors, justement pour rebondir. Effectivement, le sujet est très vaste. On nous avait demandé voilà, une étude un peu comparative entre l'entreprise individuelle, la société. J'imagine voilà, pour les gens qui sont un peu encore perplexes ou dubitatifs sur le mode d'exercice de leur activité professionnelle. Alors, les risques pour le patrimoine, l'enjeu pour la fiscalité, ce sont 2 gros points. On a aussi la fiscalité, on a aussi tout le point social. Je me suis permis de rajouter ça parce que finalement, Oui, le problème, c'est que tout est lié et en fait, on a vraiment une multitude de points qui viennent s'achoper quand on fait une étude. Effectivement, c'est pas vraiment, on rentre pas toutes les données dans une machine qui nous sort un projet type. Le truc, c'est qu'on est vraiment, enfin voilà, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu de la haute couture. C'est pas vraiment pour la comparaison avec le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'on reçoit la personne, elle nous explique toutes ses problématiques et tout son environnement. Et de là, effectivement, on peut arriver après à dire, peut-être, voilà, c'est ce type de structure sociale qui vous va le plus, ou une autre, alors impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, on va voir après. Mais tout ça, en fait, ça découle du raisonnement, comment dire, que l'on a déjà préalablement effectué. C'est pas à l'envers, voilà. Là, on va vous présenter quelque chose, mais c'est un peu le travail à l'envers, parce qu'on vous présente une solution, mais qui n'est pas forcément adaptée avec les 4 personnes. Voilà, sur les 4 personnes, il n'y en aura peut-être pas 2 pour lesquelles la même solution serait la plus adéquate. Je vais alors rentrer dans le vif du sujet en essayant de faire fonctionner du premier coup le partage d'écran. Et là, c'est parti. J'ai partagé mon écran. Donc là, tac. Est-ce que ça fonctionne? Allô? C'est parfait. Ah bon? Oui. Du premier Donc, on va coup. commencer plutôt par les enjeux fiscaux et la distinction entre l'entreprise individuelle et la société. Donc, en fait, finalement, la distinction, elle se place plus entre l'imposition à l'impôt sur le revenu et l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Voilà. Le truc, c'est qu'on ne peut pas trop rebondir avec les personnes présentes pour savoir si elles sont un peu, on va dire,
informé sur toutes ces choses-là ou non. Et on va partir. Alors, effectivement, comme je l'ai déjà dit, on a une multitude de cas particuliers pour lesquels on doit prendre en compte tous ces éléments. Déjà, pour le calcul, savoir est-ce qu'il est plus intéressant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que la personne, elle est célibataire? Est-ce qu'elle est mariée? Combien elle a de part à son impôt sur le revenu? Quel est son taux marginal d'imposition? Tout ça, ce sont des choses, voilà, forcément des questions que l'on doit se poser pour savoir si est-ce que finalement c'est intéressant d'être avec une structure sociale à l'impôt sur les sociétés, d'avoir ce prisme de la société. Le régime matrimonial également, parce que le régime matrimonial aura des incidences, que ce soit en termes de protection, l'enjeu sur le patrimoine, donc le régime matrimonial a une incidence, mais également sur les problématiques de droit fiscal. Est-ce que le porteur de projet il va demander l'ACRE, oui ou non? Parce que ça va modifier les possibilités de rémunération pendant la durée de l'ACRE au départ. Une personne qui va demander l'ACRE ne pourra pas avoir, demander l'ACRE d'une part et demander le bénéfice des maintiens des droits au chômage pendant le début d'activité, ne pourra pas avoir une rémunération sur son activité. C'est pour ça que bien souvent, pour ces personnes-là, on va créer une société et pendant la durée nécessaire, on n'aura pas de rémunération qui sera attribuée à cette personne en tant que dirigeant. La personne, elle aura uniquement droit, on va dire, aux dividendes une fois que la période sera écoulée. Pendant toute la période d'engagement, elle va continuer à être rémunérée, on va dire, par Pôle emploi. Et une fois que cette période-là sera terminée, eh bien, on pourra remettre en place par une assemblée ou une décision de l'associé unique, on pourra remettre en place une rémunération. Et tout ça permettra de pouvoir cumuler les deux. On ne pourrait pas faire cette chose-là, du coup, si on était en entreprise individuelle, ça ne fonctionnerait pas. Également, la proximité de la retraite. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas des personnes présentes, mais on va se poser des questions différentes si la retraite est proche en fonction des cotisations qui ont été versées, à quel régime, selon quel régime on appartenait pendant nos années de cotisation. J'essaie de passer un peu le cas particulier. Alors, il existe, je ne sais pas si les personnes connaissent, mais le cas particulier de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dite EIRL. Donc, c'est un peu quelque chose d'hybride dans l'autre partie de la présentation dont on parlait. C'est un dispositif un peu hybride parce qu'on est en entreprise individuelle, mais on a un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire qu'on affecte une partie le patrimoine qui est dédié à l'activité professionnelle. Ce patrimoine-là sera affecté à l'activité professionnelle et il y a uniquement ce patrimoine-là que les créanciers, on dira, pourraient venir chercher, entre guillemets, s'il y avait des difficultés d'exploitation. On a uniquement ce patrimoine-là qui peut venir être cherché. D'un point de vue fiscal, quelle est l'incidence? C'est que c'est le seul cas pour lequel l'entrepreneur individuel, l'entreprise individuelle peut opter à l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc c'est une chose un peu hybride, voilà, donc où on a des déclarations fiscales pour lesquelles on aboutit au calcul d'un impôt sur les sociétés alors qu'on est en entreprise individuelle. Ça ne change pas fondamentalement la donne en termes de comparatif, on va dire, parce que cette forme-là va être rangée, va être classée, on va dire, avec la forme des sociétés à l'impôt sur les sociétés. Ça fonctionne exactement pareil que les sociétés à l'impôt sur les sociétés, mis à part qu'elles n'ont pas de capital social. C'est exactement la même chose. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, à intervenir. Alors, un point, alors, je n'ai pas encore attaqué la partie, leur tourne, hein, mais à chaque fois, ça fait penser à des choses importantes.
si, par extraordinaire, vous choisissez la forme sociale, une forme de société, donc quelle qu'elle soit, c'est-à-dire société par action simplifiée, SARL, société à responsabilité limitée. On verra un peu les différences rapidement. S'il y a une chose vraiment que vous devez retenir sur ce webinaire, c'est attention au choix des associés. Et là, maintenant, avec le recul, ça fait 18 ans presque que j'ai prêté serment. Et les problématiques que l'on a en termes de conflit d'associés, c'est que souvent, les personnes disent au départ, bon, je crée ma société, les gens sont très, très demandeurs et enthousiastes, c'est normal, c'est le début. Et vont dire, une société, c'est vrai que dans l'esprit des gens, il faut être plusieurs, donc ils vont mettre quelqu'un dans qui ils ont confiance, et du coup, naturellement, ils vont se tourner vers leur conjoint, et le conjoint va prendre une participation dans la société. Alors, j'emploie des termes un peu, voilà, mais va prendre des parts, on va dire, si c'est une SARL, le conjoint va prendre, admettons, 10, 15, 20%, sauf que les statistiques sont là, hein. On sait très bien que les couples se défont et que voilà, le temps passe. Et lorsque les couples se séparent, si ces personnes-là, et là j'ai encore un cas pas plus tard qu'en début de semaine, et où exactement typiquement, sans citer de nom évidemment, mais nous avons un conjoint qui détient 10% d'une société. Alors au départ, bien sûr, la société, elle ne vaut rien, hein. Bien évidemment, la société, elle vaut quoi? Elle vaut le capital social que l'on met. Alors, les gens de moins en moins veulent mettre un capital social important, ce n'est pas une critique, c'est un constat. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un capital social de 1 000 euros, 2 000 euros. Le conjoint apporte, admettons, 200 euros, soit 10% du capital social. 200 euros. Bon, parfois, il ne l'apporte pas vraiment, mais même peu importe. Sur l'esprit, on va dire qu'il apporte les 200 euros. Il va s'écouler 10 ans, 15 ans. Le conjoint n'a pas du tout d'activité professionnelle dans cette société et séparation du couple, sauf que la société, finalement, de 2 000 euros de capital social au départ, la société, elle va valoir 200 000, 300 000 et ce n'est pas du tout anodin. Enfin, ce sont des exemples qui sont totalement concrets et réaliste. Sauf que comment on fait à partir de ce moment-là, quand on a une société, et là dans mon cas d'espèce, vraiment c'est ça, hein, la société elle a 5 ans d'existence et on est sur une valorisation à 300 000 euros. Et du coup, c'est toujours ennuyeux parce que finalement, le conjoint n'a pas réellement apporté d'activité professionnelle dans la structure et du coup, on se retrouve à devoir gérer une sortie du conjoint par une session départ. Et là, c'est toujours ennuyeux. Donc voilà, ce que je souhaitais vraiment attirer votre attention là-dessus, c'est sur le choix des associés, sur la répartition du capital, et de vous dire également que même si on parle, je vois que mon confrère est arrivé, qui pourrait se renommer en Jean-Baptiste Duro d'ailleurs. Bonjour à tous. Merci Denis. Pardon du retard. Hein. Pas de souci. Bonjour maître. Bonjour. Et du coup, je disais simplement, voilà, la société, même si dans l'esprit des gens, une société, c'est entre plusieurs personnes, la plupart des formes sociales, des sociétés, peuvent être exploitées avec un seul associé. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans votre projet, alors ça, c'est le conseil que je donne. Après, les gens, évidemment, font ce qu'ils veulent, mais si vous êtes seul dans votre projet, vous pouvez totalement vous mettre en société à responsabilité limitée à associé unique, dite l'EURL, classiquement connue sous ce nom-là, ou si c'est la SAS qui vous conviendrait le mieux, vous pouvez totalement et de la même façon être en société par action simplifiée à associé unique, on s'assume. Voilà. Une fois que je souhaitais insister là-dessus, c'est vraiment important et on a vraiment des retours par la suite assez graves sur des choses comme ça. Alors, en ce qui concerne l'entreprise individuelle, si telle était votre volonté de création, l'entreprise individuelle, comment se passe l'imposition d'une entreprise individuelle? Alors, en premier lieu, ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat, alors c'est bête à dire, hein, mais c'est vraiment le… Pardon, il y a du bruit à l'extérieur. C'est vraiment le
le résultat est imposé au nom de l'entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on calcule son impôt qui est dû au titre de l'activité de l'entreprise, donc sur une entreprise individuelle, donc on va faire bien sûr la différence basiquement, hein, je fais quelque chose de basique entre les produits et les charges, et on va arriver sur un résultat qui va être retraité pour obtenir ce qui s'appelle le résultat fiscal. Et ça, c'est cette somme-là qui va être directement imposée entre les mains de l'associé personne physique. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter ça à l'impôt sur le revenu, simplement. Généralement, pour les activités qui relèvent de la chambre de commerce, on va souvent mettre quand même sur du BIC professionnel. La problématique de ça, elle est où? Quelle est vraiment la première problématique? C'est qu'on ne peut pas trop gérer le montant de l'impôt qui va être payé. C'est-à-dire que si, admettons, vous faites une excellente année et que vous obtenez un résultat, je dis n'importe quoi, de 70 000 € après le paiement de toutes les charges et les provisions X ou Y, eh bien, vous serez imposé votre impôt sur le revenu sur une base de 70 000 €. Ce n'est pas du tout forcément la somme que vous aurez à disposition. C'est ça qu'il faut bien comprendre en fait. C'est que l'impôt que vous payez n'est pas forcément identique à l'argent que vous avez à disposition. C'est là où ce n'est pas forcément facile d'expliquer la chose, le pourquoi du comment, mais ce sont les règles comptables et fiscales qui font qu'on arrive à de telles explications. Je vois le temps qui tourne. Pourquoi? Parce que, par exemple, ce sont par exemple les problématiques d'amortissement. Vous allez acheter quelque chose, un bien qui doit être amorti sur plusieurs exercices. La trésorerie, vous allez dégager, vous allez le payer entièrement en une seule fois, sauf que comptablement, vous allez constater une charge qui sera répartie sur plusieurs exercices. Et ça va venir forcément augmenter votre résultat, malgré le fait que l'argent, vous ne l'ayez plus. En trésorerie, vous ne l'avez plus, l'argent. Donc, clairement, cette forme sociale-là fait en sorte que vous allez avoir une différence entre l'impôt que vous allez payer et la somme que vous aurez à disposition à titre personnel. J'avance un peu. Le résultat est imposé au taux de l'impôt sur le revenu de l'entrepreneur. Donc, évidemment, il va être imposé et ajouté, ce résultat sera ajouté aux autres revenus de l'entrepreneur. Donc, s'il est marié, cet entrepreneur, si vous êtes marié ou pacsé, en tout cas soumis à imposition commune, et bien, du coup, ce montant de revenu viendra s'ajouter aux autres revenus pour former le revenu brut global et l'imposition qui viendra s'asseoir dessus. Donc, c'est pour ça, et je rebondis sur ce que je disais au départ, il est très important d'étudier la situation de la personne et effectuer des simulations qui permettront de voir quelles seraient les impositions. Donc là, ça, je l'ai dit. En cas d'imposition commune, je l'ai dit également. Basiquement, comment fonctionne l'imposition à l'impôt sur les sociétés? Si vraiment vous voulez des explications vraiment plus précises, n'hésitez surtout pas à intervenir, à lever votre petite main virtuelle qui est en bas de l'écran. L'impôt sur les sociétés, comment ça fonctionne? Là, depuis le 1er janvier, alors, le taux à 15% existe depuis longtemps. On a un premier taux à 15% qui est jusqu'à 38 120 € de résultat. Lorsque l'on remplit certaines conditions qui sont pour la plupart du temps remplies, c'est-à-dire être une PME au sens communautaire, les plafonds pour les porteurs de projets, je pense qu'on en est loin. Être détenu au moins 75% par les personnes physiques, ça, en principe, c'est le cas. Directement ou indirectement en plus, donc ce n'est pas vraiment un souci. Donc généralement, et il faut également que le capital soit entièrement libéré. Voilà, une fois qu'on a réuni ces éléments, vous bénéficiez de 15% jusqu'à 38 120 € et depuis le 1er janvier, les exercices ouverts depuis le 1er janvier, on a un taux d'imposition à 26,5, un taux d'IS qui est à 26,5. Voilà.
ensuite, l'imposition de la rémunération. Jean-Baptiste, si tu souhaites intervenir, n'hésite pas également. Oui, tout à fait. Merci, Denis. L'imposition de la rémunération du dirigeant. Alors, lorsque on parle d'un dirigeant qui est dirigeant d'une société à l'IS, comment se passe son imposition? Son imposition, c'est la même que lorsqu'il est salarié, grosso modo, on va dire. On va faire ça un peu basiquement, mais donc selon les mêmes règles, grosso modo, que les traitements et salaires, c'est-à-dire qu'on va avoir notre abattement de 10%. Voilà. Si nous sommes dans une hypothèse de SARL avec un gérant dit majoritaire, alors qu'est-ce qu'un gérant majoritaire? Un gérant majoritaire, c'est celui qui, en plus d'être gérant, est associé de la société à plus de 50%. Pour le calcul des 50%, on tient en compte également les parts qui peuvent être détenues par le conjoint et les enfants mineurs attachés au foyer fiscal. Donc, si le gérant est majoritaire, donc celui-ci va relever d'un régime que les porteurs de projet doivent sûrement connaître. C'est ce fameux RSI, ex-RSI, pardon, maintenant on l'appelle SSI, recouvré par nos amis de l'URSSAF. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bien ça, le SSI recouvré par l'URSSAF, absolument. Oui. Oui. Et donc voilà, maintenant, il faut savoir que ces cotisations de RSI peuvent être prises en charge par la société. Néanmoins, ce que vous devez savoir également, c'est que si jamais la société venait à ne pas payer ces charges-là, ce sont des charges personnelles du dirigeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la société venait avoir des difficultés et ne payait pas les charges, l'URSSAF saura venir vous trouver personnellement pour vous réclamer le paiement de ces charges. L'imposition de la distribution de dividendes maintenant. Alors, c'est compliqué parce que là, le fait de ne pas pouvoir avoir d'interaction, c'est assez difficile. L'imposition, avant de parler de la distribution de dividendes, d'abord dire qu'est-ce que c'est que la distribution, qu'est-ce que c'est que le dividende. Lorsque l'on clôture un exercice, d'un point de vue comptable, on va constater un bénéfice. Ça, c'est la théorie. Alors, on espère, en tout cas, parce que si on ne constate pas de bénéfice, on ne parlera pas de dividendes par la suite. Si vous constatez des bénéfices à la clôture d'un exercice comptable lors de l'approbation des comptes, vous avez la possibilité de distribuer ce qui s'appelle un dividende. C'est-à-dire que c'est vraiment le résultat de l'entreprise, c'est le fruit du travail, c'est vraiment l'accroissement de valeur qui peut être restitué aux associés. C'est le principe, c'est ce qu'on apprend un peu à l'école et c'est effectivement ce qui est possible de faire. Donc, si le dirigeant choisit de mettre en paiement un dividende, voilà comment les choses se passent. Généralement, nous sommes dans le cadre pour les porteurs de projet, j'imagine, d'entreprises familiales ou peut-être qui seront unipersonnelles. Donc, le dirigeant se confond avec l'associé qui est souvent unique, donc on n'a pas vraiment de problématique qui pourrait être liée à ça. Mais dans ce cas-là, si du coup la personne, le dirigeant décide de distribuer du dividende, il sera imposé, maintenant c'est assez simple la méthodologie, enfin simple, il y a toujours des exceptions, mais il sera imposé au taux de 30%, c'est la fameuse flat tax qui a été mise en place par notre président Macron. On a toujours la possibilité d'opter pour le barème progressif si c'est plus avantageux pour la personne, sachant que la flat tax se répartit en deux impositions, qui est l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont toujours imposés à 17,2% maintenant. Donc, ça veut dire qu'à 30%, nous avons un impôt sur le revenu à 12,8%. Donc, en gros, le calcul est plus ou moins simple pour savoir s'il est intéressant d'opter ou non. Il faut faire les deux calculs. Et en gros, si la personne est en première tranche d'imposition à 11% d'impôt sur le revenu, il est intéressant d'opter pour
pour le barème progressif, d'autant plus qu'on a une petite carotte supplémentaire, c'est la déductibilité de la part, de pouvoir rajouter la CG déductible. Ça, on rentre un peu dans les détails, mais on a une petite carotte supplémentaire. On a toujours intérêt du coup d'opter dans ces cas-là pour le barème progressif. Le temps passe vite, il est déjà 2h30. Après, nous avons la situation particulière du gérant majoritaire. Et là, on est sur une situation assez complexe. Pour expliquer ça simplement, le gérant majoritaire, donc, qui est celui qui dispose de plus de 50% dans la SARL, soit seul, soit avec les membres de son foyer fiscal, lui, c'est un peu différent. C'est-à-dire que lorsque l'on effectue une distribution de dividendes, cette distribution va être soumise au SSI, donc ces fameuses charges, ces fameuses cotisations sociales, dans la limite du montant de la distribution moins 10% du capital social. Donc, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si on a une SARL avec un capital de 2 000 €, nous allons pouvoir, et que l'on distribue 20 000 €, eh bien, sera assujetti au SSI la somme de 20 000, la distribution de dividendes, moins 10% du capital, soit 200 €. Donc, on va dire quasiment la totalité serait assujettie à ces cotisations sociales. Bon. Nous avons après encore, il est difficile de rentrer trop dans les subtilités, mais voilà, pour rester basique, on va rester là-dessus. Nous avons eu des évolutions récentes qui font que maintenant, ça peut être, ce régime peut reprendre de l'intérêt. On ne va pas trop développer parce que sinon on ne va pas s'en sortir, ça va être très compliqué, sauf si vraiment vous avez des questions là-dessus, je développerai volontiers. Manifestement, il n'y a pas de questions, maître. Hein, j'espère juste que tout le monde n'est pas en train de dormir. Et on peut je ne pense pas. Bon, d'accord. Non, je ne pense pas. Je pense que, en tout cas, tout le monde est encore bien connecté, donc c'est que le sujet les intéresse. Donc, alors, rapidement, pour terminer, entre l'entreprise individuelle et la société, donc effectivement, l'entreprise individuelle, nous avons une simplicité de création. Pour résumer, hein, donc, on a une imposition voilà, sur le résultat fiscal. Alors, c'est pareil pour la société, évidemment, mais je vais terminer dessus, donc je reviendrai. Possibilité d'appréhender le résultat à titre personnel. Pourquoi j'ai mis ça? Je ne sais même plus. Possibilité d'appréhender le résultat à titre personnel. Oui, alors effectivement, lorsque on est en entreprise individuelle, une fois qu'on a payé l'impôt sur le revenu sur le résultat, mais finalement, on peut appréhender les sommes qui sont sur le compte de l'entreprise individuelle parce que il n'y a pas une autre personne. Alors, c'est vrai qu'on avait prévu de faire l'intervention dans l'autre sens, mais on n'a pas le filtre, le prisme de la personnalité morale. Donc, en fin de compte, ce qui est sur le compte de la société, de la personne, pardon, de l'entrepreneur individuel, peut être appréhendé par la voie du compte 108, là, de l'exploitant, le compte de l'exploitant. Donc, en fin de compte, il peut appréhender les sommes sans difficulté. Pour l'instant, c'est plutôt clair. Hein. Gaëlle qui nous précise que, a priori, elle est plus intéressée par l'entreprise individuelle. Elle a 14 ans avant sa prise de retraite, manifestement. Donc, pour l'instant, c'est un sujet qui l'intéresse plus, a priori, dans sa réflexion. Alors, j'avance rapidement pour laisser la parole à mon confrère. L'avantage de la société, c'est qu'on va pouvoir arbitrer ses revenus un petit peu, on va dire, entre la rémunération classique et de la distribution de dividendes. Ça est intéressant dès lors que l'on monte un petit peu, on va dire, en termes de taux marginal d'imposition. On va pouvoir voilà, puisque la distribution de dividendes, entre guillemets, n'est imposée qu'à hauteur de 30%, ça peut être intéressant pour certaines personnes à haut niveau de revenus de dire voilà, on dispatche le revenu entre rémunération et distribution de dividendes. C'est l'intérêt de la société. Et effectivement, on peut avoir une meilleure gestion fiscale puisque lorsque l'on a des années, on va dire, qui se suivent mais qui ne se ressemblent pas en termes de résultats,
ça peut éviter, en tout cas, à titre personnel, d'avoir une imposition qui varie, puisque à titre personnel, on va pouvoir avoir sa rémunération qui sera toujours imposée de la même façon si elle reste stable. Et après, c'est une décision de l'associé que de dire si on distribue, qu'on augmente la rémunération, bien évidemment, l'imposition augmentera, mais ce n'est pas une fatalité juste parce que l'entreprise va progresser en termes de chiffre d'affaires, admettons, et que d'un coup, son résultat va exploser. Si c'est le cas, bien évidemment, son imposition va également exploser, mais à titre personnel. Donc après, j'avais mis des exemples chiffrés, mais là, il faudrait vraiment rentrer dans les détails des chiffres et on va passer du temps. Pour dire que c'est vraiment assez compliqué quand on veut faire des comparatifs de savoir, on fait des tableaux et pour voir ce qui pourrait être le mieux pour chaque personne. Bon, je laisse la parole à Jean-Baptiste. Peut-être que ce qu'on pourra, si vous en êtes d'accord, on peut envisager de diffuser la présentation que vous avez faite, comme ça les personnes pourront le reprendre à tête reposée aussi avec tous ces exemples. Voilà. Merci. Merci Denis. Alors je vais essayer de basculer l'écran sur le mien. Alors déjà, je vais peut-être lâcher la ça y est, là j'ai perdu la main. D'accord, donc là, arrêtez de partager. J'ai arrêté de partager, donc c'est bon. Je vous entends pas, Madame Taylor. Est-ce que tu peux partager l'écran, toi, en bas, ou pas? Alors, vous devez pouvoir partager votre écran. Oui, en principe, oui. Vous avez l'accès, logiquement. Voilà. C'est en cours, ça y est, voilà, c'est parfait. Attendez, j'essaie de le mettre en plein écran, c'est quand même mieux. Et fais diaporama, sinon. Voilà, c'est parfait. Oui, bonjour. Alors, je comprends que c'est bonjour à toutes en pratique, à part Denis, je crois qu'il n'y a que des dames. Oui. Donc, pardon de mon retard, effectivement, je suis arrivé un petit peu en cours de jeu. Donc, on a préparé à tous les deux avec Maître Condigne ce petit sujet. Donc, moi, je vais plus intervenir sur la partie risques patrimoniaux, on va dire au sens large, entre une entreprise individuelle et une société, avec cette première distinction en fait sur l'idée, le principe même de la personnalité morale, qui est un peu théorique, mais qui en pratique a des implications directes pour à la fois la vie de la société au niveau opérationnel, et puis en pratique comment les gérants ou les responsables légaux vont gérer et comment les associés vont s'impliquer aussi. Précisément, quand on parle d'entreprise individuelle, par définition, il n'y a pas de personne morale, c'est-à-dire il n'y a pas d'interposition d'une fiction juridique entre l'activité, l'exercice de l'activité et les tiers, l'extérieur. Donc, en pratique, évidemment, une entreprise, alors l'entreprise, c'est une conception un peu plus économique. En droit, un juriste préfère parler de société ou d'entité économique. Mais factuellement, en fait, évidemment, le gérant, le chef d'entreprise est sa propre entreprise. Voilà, il n'y a pas d'interposition d'une réalité juridique, d'une personne morale qui va pouvoir conclure des contrats, qui va pouvoir être redevable de certaines sommes vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis des fils, vis-à-vis des autres sociétés. Il n'y a donc pas cette interposition et évidemment, ça a des conséquences au niveau juridique sur pratique qui est le titulaire du SIREN, par exemple, mais ça a des conséquences aussi directes sur la vie de la société. C'est-à-dire typiquement en entreprise individuelle, le chef d'entreprise n'ayant pas de personnalité distincte, les biens de son entreprise, les revenus, ce qu'a pu expliquer Maître tout à l'heure, lui sont propres. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai précisé, par exemple, sur la cession-transmission, ça a un impact direct. En société, les biens, les fonds de commerce, les biens qui sont affectés à l'exercice de l'activité, lorsqu'il y a une potentielle option de cession ou d'augmentation de l'activité, on va toujours se poser la question, est-ce qu'on cède
des parts sociales? Est-ce qu'on fait rentrer un investisseur dans la société? Est-ce qu'on cède la société en tant que telle? Ou est-ce qu'on cède les actifs isolément? C'est-à-dire, on fait une cession du fonds de commerce, on fait une cession de telle activité, de tel, je sais pas moi, de tel équipement, de tel contrat. Ça, c'est une option qui n'existe par principe entre donc cession de parts sociales ou d'actions de la personne morale et cession d'actifs, une option qui n'existe que pour les sociétés, que pour les personnes morales. À l'inverse, évidemment, en entreprise individuelle, si on est dans une optique de dire je fais cette activité-là et puis dans 5 ans, si ça se passe bien, si j'en ai marre, je veux céder mon activité, ou alors ça se passe bien et j'ai potentiellement quelqu'un qui veut financer mon activité. Et là, du coup, en entreprise individuelle, ça devient plus contraignant et surtout, il y a moins d'options. Il y a moins d'options, c'est-à-dire qu'en pratique, vous lancez votre activité aujourd'hui et demain, vous voulez vous associer, alors au sens économique, avec quelqu'un, il va se poser la question de savoir comment cette personne-là extérieure, par exemple, va pouvoir faire en sorte de participer à votre aventure économique. C'est une question qui se pose en entreprise individuelle, en société, c'est un peu plus fluide, hein, puisqu'on aura en société la possibilité, par exemple, de faire une émission de capital, de faire un investissement ou de céder une partie de l'activité via des cessions de titres ou d'actions. Donc ça, c'est un premier point qui est très important, puisque c'est ce qui distingue au niveau juridique principalement hein, la qualification d'entreprise individuelle, d'une part, et la société. Un petit aparté là-dessus, on a parlé des associés, des gérants, pour que ça soit très clair, parce que malheureusement, ça n'est pas toujours dans les discussions qu'on peut avoir. Être associé d'une personne morale, c'est pas la même chose, donc d'une société, hein, c'est pas la même chose qu'être gérant. C'est deux qualités qui peuvent se cumuler, évidemment. On peut être à la fois détenteur de la propriété de la société et décideur, hein, celui qui représente la société à l'égard des tiers. Ça peut se cumuler, mais pas nécessairement. C'est-à-dire que quand on va parler de responsabilité patrimoniale, on va s'intéresser évidemment au patrimoine de l'associé, puisque c'est lui qui va engager, qui va apporter une part de son propre patrimoine en nature, en numéraire ou en travail à la société. Et puis, donc ça, c'est la responsabilité patrimoniale de l'associé. Et puis, il y a la responsabilité patrimoniale du dirigeant. Le dirigeant, il n'est pas nécessairement propriétaire de sa société, il n'est pas nécessairement associé. Ça peut être une personne qui est nommée, on parle de mandataire social, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il a mandat vis-à-vis des tiers pour représenter la société et conclure les contrats, par exemple. Que n'a pas, par nature, un associé n'a pas la qualité juridique pour conclure un contrat. Il ne l'a que si, soit il est également dirigeant, soit il a un mandat spécial, par exemple, où le président dit « Je sous-signais, monsieur le président de la société X, accorde à monsieur Y associé la possibilité de signer tel et tel et tel contrat. » Donc, sur les enjeux patrimoniaux en termes d'entreprise individuelle, là, il y a un écueil principal, c'est que, comme d'ailleurs Maître Camping a pu le dire au niveau fiscal, et c'est tout aussi applicable au niveau opérationnel, hein, c'est-à-dire en termes de dette professionnelle, par exemple, aucune limitation entre le patrimoine professionnel et personnel de l'entreprise individuelle. C'est-à-dire, précisément, qu'encore une fois, la personnalité morale qui va avoir son propre bilan, ses propres actifs, on a une seule personne physique, en l'occurrence, qui, parmi son patrimoine, a des patrimoines qui sont affectés à son activité professionnelle et du patrimoine qui n'est pas affecté à cette activité professionnelle. Il existe cette protection pour la résidence principale de l'entrepreneur individuel, qui est une mesure de protection évidente. Par cela, de droit en tout cas, donc à moins effectivement de sectoriser certains actifs, il n'y a pas de protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. En pratique, vous êtes électricien auto-entrepreneur, on engage votre responsabilité, votre assurance se dégage de sa responsabilité, potentiellement, les tiers peuvent tenter de saisir vos véhicules surnuméraires, vos résidences secondaires, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est un point important parce que c'est évidemment un aspect à prendre en compte. Hein. Quand on se lance, on se dit une entreprise individuelle, effectivement, c'est simple et facile de création. Bon, c'est de manière générale, hein, en droit des sociétés, il n'y a pas vraiment de mouton à 5 pattes. Voilà. Donc, il y a des avantages d'un côté, des inconvénients de l'autre. Et là, ben, clairement, c'en est un principal et c'est très important d'avoir ça en tête.
Alors, il y a une petite particularité, c'est l'EIRL, donc l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. C'est un peu, pour le coup, c'est un peu une construction un peu étrange, un peu bâtarde en droit. Les juristes aiment bien les grandes divisions avec d'un côté la solution 1, de l'autre la solution 2. Là, c'est une solution un peu 1,5 qui est à la fois une entreprise individuelle et en même temps, c'est très dans l'air du temps depuis 4 ans, et en même temps, on a une entreprise individuelle qui a un principe de déclaration d'affectation. C'est-à-dire que l'entrepreneur individuel va remplir un formulaire sur lequel il va affecter l'ensemble des biens, droits et obligations, mais en pratique, donc des biens, donc des éléments d'actifs, des contrats, des éléments de propriété intellectuelle, par exemple, un logo, qui sont liés à l'exercice de son entreprise. Et donc, ils seront, pour le coup, c'est un vrai moyen de sectoriser, hein, de sectoriser les biens affectés à son obligation, à son activité professionnelle et de limiter, si vous voulez, l'assiette de recouvrement des créanciers ou des tiers à ces biens-là. En société, c'est un peu différent. Puisque, comme je disais un peu en préambule, par principe, en société, les associés, ils engagent déjà, par principe, à l'initiaux, donc au départ, à la création de la société, ils engagent une partie de leur patrimoine, puisqu'ils apportent. Ils apportent une somme en numéraire, ils apportent un fonds de commerce, un équipement, un véhicule, des contrats. Donc ça, c'est un apport en nature, où ils apportent leur travail, leur force de leurs compétences et l'apport en industrie. Donc à la Constitution, il y a déjà effectivement un premier enjeu pour le patrimoine qui est la possibilité, le fait d'avoir ces éléments-là à disposition et de les apporter. Puis ensuite, en société, on va distinguer effectivement le risque pour le patrimoine de l'associé, le risque pour le patrimoine du dirigeant. Donc pour le dirigeant, le principe, encore une fois, c'est qu'il n'est que mandataire de la personne morale. Donc, un dirigeant qui engage sa société pour une dette de 500 000 euros, fort logiquement, si la société ne paye pas, le tiers, le contractuel, ne va pas se diriger en premier vers le dirigeant, il va se diriger vers la société en disant merci de me payer. Et puis, le cas échéant, engager la liquidation judiciaire de la société si l'actif ne permet pas de faire face au passif. Mais le dirigeant, il n'engage pas son patrimoine personnel. L'exception, évidemment, c'est en cas de responsabilité pénale, typiquement l'abus de bien social, hein, le dirigeant qui détourne des fonds à son usage, qui achète une Ferrari avec le chiffre d'affaires de la société, responsabilité pénale, donc responsabilité du dirigeant. Et puis, donc, la faute de gestion. Alors, faute de gestion, c'est au niveau civil. C'est une faute civile, civil statutaire. Hein, c'est le dirigeant qui commet un acte en violation des statuts, par exemple. Une société qui ne fait que de la fabrication de produits pharmaceutiques, et puis tout d'un coup, un dirigeant qui décide d'acheter des immeubles de rapport. Bon, on peut se poser la question si c'est conforme à l'intérêt social et donc potentiellement engager la faute de gestion. L'associé, c'est évidemment différent, puisqu'encore une fois, l'associé, c'est le créateur patrimonial de la société. Et là, le principe fondateur, je pense que tout à l'heure, Maître Convine on l'a évoqué aussi, hein, c'est évidemment, selon la forme sociale qu'on va choisir, la forme sociale va plus ou moins protéger le patrimoine de l'associé. Le principe en matière de société commerciale, c'est effectivement une société qui est, enfin, une responsabilité de la société qui est limitée aux apports. Le principe des RL après SARL, et puis SAS, bon, il n'y a pas de responsabilité limitée dans le sigle, mais il y a une responsabilité limitée juridique, limitée aux apports. Vous apportez 1000, le code du commerce vous dit vous êtes responsable à hauteur de 1000 et pas plus. À l'inverse, dans les autres sociétés, alors sociétés en nom commun qui se fait de moins en moins, mais par exemple dans les sociétés civiles, et typiquement les sociétés civiles immobilières qui sont relativement connues, là, il y a une responsabilité limitée, n'est pas donc limité aux apports de l'associé, donc un risque qui redevient sensiblement identique au risque en entreprise individuelle. Mais alors évidemment, donc c'est l'objet du dernier point, tout cela est fort joyeusement contourné par les établissements bancaires en premier, c'est-à-dire que vous êtes nouveau associé gérant d'une société, vous voulez investir ou développer un marché, vous avez besoin de premiers fonds. La banque vous dit, mais bien sûr, on peut vous prêter 100 000 euros sans problème, même si vous avez un capital que de 1 000 euros, il n'y a aucun problème. Mais auquel cas, on regarde votre maison, bah, écoutez, on va soit prendre une sûreté sur la maison, soit, ce qui est très usuel, hein, des clauses de solidarité de l'associé gérant, où l'associé gérant s'engage solidairement, c'est-à-dire que la banque en pratique qui prête peut se retourner indifféremment vers l'associé ou vers la personnalité morale, ou la société, sans se poser de questions, sans avoir à justifier de mesures préalables ou autres. Va se retourner vers celui qui est le plus solvable en pratique et
actionner ce point-là. Donc, ça permet complètement de contourner le principe de limitation aux apports. Maître, si je peux me permettre, excusez-moi, on a une question de Cindy qui sollicite en fait, qui aimerait savoir si en qualité de, en tant que, mince, je vais y arriver, excusez-moi, je reformule la question, que deux personnes qui sont associées peuvent-elles également être gérantes ou dirigeants en fait? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a à partir du moment où elles ne sont pas interdites de gérer pénalement, il n'y a aucune contrainte. L'élément, par contre, qui va être important, il y a deux éléments. Il y a un élément opérationnel de prise de décision, c'est-à-dire que deux personnes qui sont d'accord au début, on crée une société, c'est comme un mariage, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord sur tout et tout va se passer très bien. Bon, c'est quand même important au niveau opérationnel de justement créer une société pour qu'il y ait quelque part un élément qui supplante les individualités, d'accord ? Il faut que la société elle fonctionne. Donc nous, avocats, généralement, on aime les co-gérants, ça existe et ça se fait beaucoup. Par contre, on aime bien déterminer qui a compétence pour quoi, ou réserver certains domaines, par exemple à l'un plutôt qu'à l'autre, pour éviter justement un blocage qui soit immédiat et qui entraîne en pratique l'obligation quasiment de dissoudre la société parce que plus personne ne s'entend. Voilà. Et donc, c'est tout à fait possible, il n'y a aucune contrainte ça sur le fait d'être à la fois deux associés et deux gérants. Il y a également un aspect fiscal qui serait important à prendre en compte parce que potentiellement, ils tomberont tous les deux sous l'angle des gérants égalitaires ou majoritaires et donc avec un régime social et fiscal qui sera différent par rapport à un gérant minoritaire, par exemple. Là, d'autant que… La question, le son fonctionne. Oui, la question était sur des conjoints. Donc, a priori, si ce sont des conjoints pacsés ou mariés, la question ne se pose pas vraiment parce qu'à partir du moment où on est, même s'il n'y a qu'un seul des deux qui est gérant, on sera forcément gérance majoritaire puisque l'ensemble des partenaires, enfin, du couple compte pour le calcul. Mais alors, je prends deux petites secondes pour rebondir sur ce que disait mon confrère tout à l'heure et du coup sur cette question qui est très importante sur la distinction entre associés et gérants. Effectivement, il a totalement raison de dire que souvent les gens finalement confondent un peu les deux notions. Et ça, si ça fait partie aussi des choses qui serait bien de bien retenir, c'est que c'est pas du tout pareil. Un associé, en fait, quel est le droit d'un associé dans une société? C'est uniquement lors de l'Assemblée générale annuelle ordinaire qui statue sur les comptes, de dire s'il donne le quitus, en gros, hein, j'exagère un peu, mais s'il donne le quitus au dirigeant sur sa gestion, d'une part, de voter ou non la distribution du dividende d'autre part, et éventuellement, si dans la société, on a des statuts spécifiques avec une limitation de pouvoir du dirigeant, ben de voter lorsqu'on lui demande, mais comment dire, c'est pas plus… Un associé ne peut pas travailler dans la société s'il n'a pas de contrat de travail ou, comme le disait justement tout à l'heure Jean-Baptiste Duroux, s'il n'est pas mandataire social. Ça, ce n'est pas possible. En théorie, il y a beaucoup de personnes qui le font quand même. Ils prennent juste le risque de travail dissimulé. En fait, l'URSSAF poursuit régulièrement des associés en travail dissimulé dans la mesure où ils n'ont pas le droit de travailler dans la société s'ils ne sont ni salariés ou s'ils ne sont pas non plus dirigeants sociaux. Et c'est pourquoi votre question elle est intéressante. Est-ce qu'ils peuvent être tous les deux gérants ou tous les deux, lorsqu'il s'agirait d'une SAS, ce serait un président, l'autre directeur général, en tout cas tous les deux mandataires sociaux. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça évite, et surtout dans l'hypothèse de la société par action simplifiée, le fait d'avoir la deuxième personne qui serait le directeur général, par exemple, cela ne génère pas de cotisation sociale. Par contre, ça protège. Si jamais l'URSSAF venait à faire un contrôle dans l'établissement, pourquoi vous travaillez? Ben, je suis mandataire social. Et un mandataire social n'a pas forcément à être rémunéré. Donc, c'est la possibilité de pouvoir exploiter vos conjoints tranquillement. Vous le nommez mandataire social et vous pouvez le faire travailler gratuitement. Ça, c'est plutôt bien. Ça permet surtout de se protéger en cas de contrôle URSSAF. Voilà ce que je voulais apporter comme complément. Par contre, je crois que vous l'avez dit, maître, quand on entend conjoint, c'est marié ou pacsé. Hein, exact. Ouais. Voilà. Et merci Denis. Effectivement, je n'avais pas saisi que la question portait précisément sur les conjoints et effectivement, c'est un point qui est souvent soulevé parce que dans les faits, ça se passe beaucoup comme ça. On verra qu'il y a par exemple un statut du conjoint collaborateur qui peut être intéressant par exemple. Alors, j'essaye de…
Voilà, donc précisément, on y arrive en fait, c'est une excellente transition, puisque précisément, bon, la question se pose aussi bien évidemment sur le patrimoine en conjoint, le patrimoine du conjoint et l'activité donc dans la société. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a ce statut de conjoint collaborateur qui est ouvert, alors sur des conditions qui sont assez précises, que je n'ai pas toutes listées, mais notamment sur la forme sociale qui est choisie, donc c'est de mémoire offert aux commerçants, artisans et SARL notamment, avec une première condition qui n'est pas de pure forme. Donc le code, le régime impose une collaboration régulière à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas de se déclarer conjoint et puis à côté de ça, d'avoir un emploi en CDI à temps plein qui ne justifie pas une collaboration régulière à l'activité. Alors c'est toujours contestable, c'est-à-dire qu'en cas de contrôle ou en cas de remise en question du régime, il revient de prouver en fait des éléments d'implication régulière, de collaboration régulière auprès de l'activité de l'entreprise. Mais c'est un point qui est quand même très important, qui n'est pas seulement de dire bah oui, je suis conjoint collaborateur, pourquoi? Parce que j'ai rempli mon formulaire de conjoint collaborateur et transmis à l'URSSAF. Il y a effectivement également la condition du fait de ne pas percevoir de rémunération à ce titre, ni en tant qu'associé, ni sous quelle forme que ce soit. Les avantages, en réalité, il y en a deux. Hein, c'est la bénéfice de la protection sociale, donc notamment retraite, et la possibilité pour les conjoints de commerçants d'avoir un genre de mandat social de fait, c'est-à-dire d'être en capacité d'engager la responsabilité de la société en pratique, de signer les contrats à ce titre. Et puis, il y a également donc l'aspect relatif aux conjoints en commun en bien. Donc là, c'est lié uniquement, évidemment, au cadre du mariage sous régime de la communauté légale ou d'une communauté conventionnelle, en tout cas, où il y a bien cette distinction dans les biens du couple marié entre les biens propres et les biens communs, donc les biens de la communauté. C'est un aspect important, notamment au moment de la création de la société ou au moment de l'apport en société, puisque le principe en matière de communauté, c'est que les traitements et salaires, par exemple, sont réputés communs. Donc, au moment de la création de la société, si un époux, donc par définition, un mariage qui préexiste à la création de la société, l'époux qui crée sa société en immatriculant à 1 000 € alors que, voilà, sur la base de ses salaires, en fait, de ses économies, c'est potentiellement cet apport-là est constitutif d'un bien commun. C'est pour ça que en pratique, voilà, encore une fois, les traitements et salaires de chaque époux sont communs dans ces cas-là. Donc c'est pour ça que le Code de commerce impose dans les statuts, on a une petite clause bateau, une clause d'information et parfois aussi de renonciation. C'est-à-dire que le conjoint doit prendre connaissance que les fonds apportés ou les équipements apportés sont des biens communs. J'ajoute d'ailleurs, pour l'apport en nature, ça peut également être des biens communs par emploi de fonds eux-mêmes communs. C'est-à-dire qu'un époux qui perçoit des traitements et salaires, donc qui sont communs, et achète un fonds de commerce avec cet argent-là et qui met le fonds de commerce à disposition ou qui l'apporte en nature à une société, le caractère commun du bien, en fait, suit la chaîne d'origine des fonds. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, il y a cette clause d'information de l'autre époux qui dit, moi, je prends connaissance que mon époux apporte des biens communs, je suis d'accord avec ça, et le cas échéant d'ailleurs, on peut rajouter une clause où l'époux peut renoncer à sa qualité potentielle ou à ses droits dans la société du fait de cet apport de biens communs. Logiquement, si ça se passe mal, il peut très bien dire, bah, écoutez, moi j'ai été informé, certes, mais ça n'en reste pas moins des biens communs et je suis potentiellement, plutôt mon époux, en passe de devenir ex-époux, me doit, ou doit à la communauté plutôt, un retour par rapport aux biens apportés. Donc ça, c'est un élément important qui est effectivement spécifique à la communauté en termes de la communauté matrimoniale, la communauté légale ou conventionnelle, mais qui est important aussi d'avoir en tête, puisqu'on n'apporte pas tout à fait ce qu'on veut. Alors, sachant que, à l'inverse, par exemple, un époux qui recevrait un héritage, par principe, les actes, donc les héritages ou d'ailleurs des économies ou des contrats générés avant le mariage sont propres à chaque époux. Donc, si par exemple un époux décide de réinvestir la totalité de son héritage dans une société, ce ne sont pas des biens communs. Voilà. Donc là, la question ne se posera pas. Et je pense qu'on arrive à peu près pile poil à 15 heures. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour. En 1 heure, c'est un peu à la fois difficile et en même temps, bon, ça permet d'avoir une vision un peu complète.
Je ne sais pas s'il y a des questions éventuelles. En attendant les questions, là, je voulais également rebondir sur un autre point, sur le fait que l'entreprise individuelle, alors le problème de l'entreprise individuelle aussi, c'est voilà, elle est unique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fractionnable. Effectivement, une société, elle est fractionnée en parts sociales ou en actions, ce qui permet de pouvoir s'associer. Et ça, Jean-Baptiste Dureau l'a dit très justement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous développez votre activité, au moins une personne disait qu'elle était intéressée par commencer en entreprise individuelle, si vous commencez votre activité en entreprise individuelle, vous pouvez par la suite basculer en société. Ça, c'est quelque chose de possible en fait. C'est pas figé dans le marbre, c'est pas parce qu'au départ vous commencez en entreprise individuelle que vous allez forcément devoir continuer tout le temps comme ça. Il y a des possibilités d'apport de fonds, c'est-à-dire que vous allez décider au bout d'un moment, peut-être sur conseil, de dire voilà, que votre fiscalité est trop importante ou les risques deviennent trop importants. Vous commencez à avoir des salariés. Tout ça, ce sont des événements générateurs de risques. Et vous décidez de basculer en société par la voie d'un apport de fonds. Donc là, c'est un peu complexe et vous êtes obligé d'avoir recours à un professionnel, mais c'est quelque chose d'intéressant, en tout cas de le savoir. Et vous avez à cette occasion-là une possibilité de report d'imposition sur la plus-value qui serait constatée à cette occasion-là, parce que le fonds change de propriétaire quelque part. Vous êtes le propriétaire et demain, ce sera la société que vous contrôlez, certes, mais ce sera la société qui est propriétaire. Et là, il y a un acte translatif de propriété au moment de l'apport. Il y a une plus-value qui se génère, mais qui peut être en report d'imposition jusqu'au moment où le fonds sera revendu par la société ou que vous revendrez les parts ou actions de la société. Voilà ce que je voulais compléter. On a Gaël qui s'interroge sur les avantages sociaux. Alors, je pense que c'est directement en lien avec les propos que vous teniez actuellement sur l'entreprise individuelle. Je suppose que c'est ça. J'allais lui demander une précision, enfin de préciser le sens de sa question. Vous pouvez lui donner la main avec le son éventuellement. Ah, mais elle a le son. Il suffit qu'elle active. Gaël, vous pouvez activer, vous avez la main, vous pouvez activer votre micro. Normalement, tout en bas, vous avez la possibilité de l'activer. Je vais essayer de le faire. La réactivation du micro. Normalement, vous pouvez le faire vous parce que moi, je ne peux pas là. Mais vous pouvez, à moins que vous souhaitiez converser. Après, on va de l'écho. Je ne comprends pas ce qu'elle entend par avantage. Non, c'est pour ça que moi non plus, je lui demandais une précision. Si c'est par rapport à la protection sociale, c'est peut-être par rapport à la protection sociale. Alors, les différences en termes, enfin voilà, ce que je disais tout à l'heure rapidement, hein, mais lorsque l'on est sous la forme de la société par action simplifiée, par exemple, on va relever du régime général de la sécurité sociale. Alors, est-ce que c'est ce genre de choses que la question… Je pense que c'est ça. Elle m'a confirmé à l'instant que c'était bien sur l'aspect de la protection sociale, en fait. D'accord, donc voilà, en SAS, tous les régimes de SAS, on va dire majoritaire, minoritaire, peu importe, on ne distingue pas en SAS. Le président est assujetti au régime général de la sécurité sociale, en gros comme un salarié. Et en matière de SARL, alors c'est là où on va distinguer, est-ce que le dirigeant, le gérant, est-ce qu'il est majoritaire ou est-ce qu'il est minoritaire? Si il est majoritaire, donc encore une fois, c'est s'il détient seul ou avec les membres de son foyer fiscal, en gros, donc conjoint, enfant rattaché. S'il détient plus de 50% des parts sociales de la société, il sera gérant majoritaire et il relèvera du SSI, donc qui est ce régime de protection sociale géré désormais par l'URSSAF et plus de manière autonome par le RSI. Voilà les distinctions. Si le gérant est minoritaire, eh bien dans ces cas-là, il va être assimilé salarié également et il relèvera du régime général.
Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond manifestement. Peut-être qu'on peut préciser les taux moyens de cotisation. Il y a une autre question qui est arrivée entre-temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premières années d'activité en SARL, on va être sur des régimes forfaitaires d'imposition. Donc, on ne tient pas compte, on va dire, du résultat réel. Donc, on va être autour, en matière de SSI, j'entends, on va être autour de 3 500 €, je crois, de cotisation annuelle. Ça c'est voilà. Après, il faut grosso modo, on va dire, on va prendre 40% du résultat et voilà ce que vous allez payer en SSI. Ça, et voilà, ça c'est vraiment grosso modo, ça va dépendre après de certains régimes particuliers, ça pourrait baisser un peu ou augmenter un peu, et selon les distributions de dividendes en termes de gérance majoritaire qui seront imposées également. Enfin voilà, on a une petite subtilité. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans les détails, ça devient très compliqué après. Cindy qui a interrogé le fait qu'on puisse être en gérant égalitaire dans le cadre d'une société de type SARL. Alors, on est gérant égalitaire si on a vraiment 50% si on a 50% et qu'effectivement on n'est pas, que les autres associés ne sont pas des membres de la famille, enfin, on va dire pacsés, mariés ou enfants rattachés au foyer. Et si on est gérant égalitaire, on est gérant minoritaire. En fait, un gérant égalitaire n'est pas majoritaire. Du coup, c'est-à-dire qu'il ne relèvera pas, lui, du SSI. Par contre, peut-être qu'on peut préciser aussi un point qui est souvent soulevé, notamment au niveau de la couverture chômage, c'est-à-dire qu'un dirigeant, il est dirigeant. Alors, effectivement, voilà. Le dirigeant, il ne sera pas couvert sur le risque chômage. Et attention également parce que parfois on va avoir des conjoints de dirigeants qui vont qui seront pas gérants, mais qui vont avoir une participation telle dans la société qui fait que peut-être le risque chômage, il va cotiser par contre, hein, attention, il va cotiser parce que de manière naturelle, quand on va faire les bulletins de paie, ça sort automatiquement. Et il faut, dans ces cas-là, bien interroger l'URSSAF les caisses sur sa situation et dire, voilà, est-ce que je suis couvert sur le risque chômage? Donc, il faut généralement expliquer sa situation, le taux de détention. Est-ce que oui ou non, on a la signature sur les comptes bancaires? Est-ce que, voilà, il y a tout un tas de choses à valider et ça, il faut bien évidemment le faire en amont. Alors, ça peut servir à double titre, parce que d'une part, valider le fait que l'on pourrait être couvert, mais également ne pas payer des cotisations au chômage si on ne peut pas prétendre à en bénéficier. Et ça, c'est quand même très dommage de payer pendant des années et que le jour où le risque intervient, on vous dise « Ah, je suis désolé, mais en fait, vous n'aviez pas fait attention, mais vous n'êtes pas couvert. » C'est important de souligner ces aspects-là parce qu'on le rencontre souvent pour accompagner des publics. C'est effectivement un vrai sujet quand se pose la question de pouvoir solliciter le bénéfice du chômage. Moi, j'aimerais simplement vous interroger sur aussi, mais je crois qu'il y a une autre question, donc je poserai ma question après. Non, c'était des remerciements, manifestement. Sur le risque d'être, enfin, quel est votre avis sur un partenariat entre deux associés qui serait à 50-50, qui ne soient pas forcément conjoints pour le coup. Hein, oui, alors, Denis, tu me corriges évidemment si je me trompe, mais c'est toujours, effectivement, c'est toujours un peu délicat, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un peu comme le problème de cogérance dont je parlais rapidement tout à l'heure. Qu'à 50-50, tout le monde décide et personne décide. Voilà. C'est-à-dire que associé à 50-50, si on a par ailleurs des statuts qui reprennent, comme c'est souvent le cas, hein, on reprend plus ou moins les articles du code du commerce, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et notamment en SARL qui est beaucoup plus formaliste et beaucoup plus contraignante en fait en termes de finesse des statuts que la SAS, où on peut vraiment, pour le coup en SAS, être beaucoup plus précis. En SARL, on est vraiment tenu par le code du commerce. Et le problème, c'est qu'à 50-50,
on arrive vite à une situation où l'unanimité est requise pour tout. Voilà. Surtout si on est deux, et surtout si par ailleurs on prévoit, alors le pire étant deux associés à 50-50 et deux co-gérants qui ont les mêmes pouvoirs, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours pareil, c'est que au moment où on s'associe, où on décide de tout ça, et tout à fait, et c'est tout à fait heureux, tout le monde dit mais on va tirer dans la même direction tout le temps, en tout cas le temps de la vie de la société, et puis il n'y aura aucun problème, et je lui fais une confiance absolue, et tous les deux on croit aux mêmes valeurs, on veut faire la même chose, et il n'y aura pas de problème. Quand ça marche, mais quand ça marche plus, ça marche plus. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation très vite où il y a un blocage opérationnel, et puis surtout à terme il y a un blocage juridique. C'est-à-dire que si plus aucun compte ne peut être approuvé, si plus aucune désignation ne peut être approuvée, on arrive vite à une société en fait qui ne peut plus fonctionner. Voilà. Donc le problème de la propriété à 50-50 du capital, c'est avant tout une problématique de pouvoir. Voilà. Et si par ailleurs on ne rédige pas, par exemple dans une SAS, un même impact, un pacte à deux associés, mais où certaines décisions, ben, un seul peut prendre la décision. Voilà. À ce moment-là, c'est aussi la matérialisation de la confiance, c'est-à-dire que si on se fait confiance, ben, on accepte que l'autre puisse prendre une décision sans nous, quelque part. C'est toujours mieux, parce que ça évite précisément une situation où, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ou pour des raisons qui appartiennent à chacun des deux associés, et bien au final, on est une société dont on ne sache pas quoi faire, quoi, en tant qu'associé. Pour compléter ce que dit… Pardon, il n'a pas… Pardon, Denis ? Non, je crois que tu avais terminé, je voulais compléter, mais vas-y, je te laisse. Je te laisse compléter avec plaisir. Non, simplement, moi je déconseille vivement le 50-50. Je pense qu'il y a très peu de projets où le 50-50 vraiment a sa place en fin de compte. Est-ce que vraiment les deux personnes apportent de manière égalitaire la même plus-value dans le projet? C'est tellement une situation, là, je vois, là, j'ai encore un dossier en cours avec une situation sur une très grosse structure à 50-50, avec du coup avec un recours à maintenant à un administrateur judiciaire au milieu, et avec des batailles mais inouïes. Enfin, alors, si vraiment le 50-50 se justifie, après, le recours au pacte d'associés dont on parlait est juste strictement nécessaire. Un pacte d'associés, lorsque l'on est à 50-50, dans le pacte d'associés, on va pouvoir y intégrer des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre dans les statuts. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, si vraiment on arrive à une phase de mésentente, c'est toujours mieux de prévoir ça quand tout va bien. C'est-à-dire qu'on va se dire, quand tout va bien, bon, si jamais un jour ça ne va plus, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, la société, certes, elle débute, elle ne vaut pas grand-chose, mais admettons demain ou après-demain, elle vaut beaucoup, on a des salariés et on se met tellement sur la figure qu'on n'arrive plus à décider. Donc, c'est-à-dire que les décisions d'assemblée générale ne peuvent plus être prises, parce qu'à 50-50, rien ne se décide. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, ça veut dire que dans ce pacte, on va décider comment, qui rachète à qui, comment, qui est prioritaire, comment se font les choses en fait. Et ça, c'est un peu encore une fois du sur-mesure. Et on va se poser au départ et on va dire, voilà, comment on gère si jamais, un peu de la même façon que les gens ont l'habitude maintenant de faire des contrats de mariage. Je veux dire, c'est pareil hein, dans l'esprit. Hein. J'ai l'habitude de dire à une société, c'est comme un mariage, hein, sauf que bon, il n'y a pas le plaisir qui va avec souvent, mais ça dépend. Mais bon, et la plus grosse problématique, c'est que voilà, lorsque ça ne va plus, les statistiques du mariage sont quasiment les mêmes que pour les sociétés. Quand on voit le nombre de conflits d'associés que l'on a à gérer, c'est inouï. Donc, on ne peut pas se permettre de, dès le départ, partir comme ça avec une situation potentielle de blocage qui la plupart du temps, n'a pas lieu d'être. En plus, le 50-50, il y a toujours quelqu'un qui, dans l'esprit, est le leader, on va dire, dans l'opération. Donc, c'est compliqué de partir à 50-50 dans des cas comme ça. Mais d'où l'intérêt, je pense, en effet, de rencontrer vraiment un homme de loi hein, pour travailler sur un projet et pour le sécuriser. Encore une fois, se poser toutes les questions, y compris identifier les pires risques, c'est pouvoir y répondre et trouver des solutions de façon à sécuriser au final l'investissement que les associés s'apprêtent à faire en investissant leurs propres deniers pour créer l'entreprise, puisque l'enjeu, c'est bien ça, c'est de conserver un patrimoine et de le faire fructifier à travers des prises de participation dans une entreprise commerciale ou artisanale, peu importe, mais c'est vraiment l'intérêt aussi, et je pense que ce webinaire
le démontre réellement sur l'intérêt et la nécessité de se poser des bonnes questions et surtout de s'entourer aussi de conseils pour évoquer une situation donnée, une évolution, un projet, pour étudier en fonction de sa situation personnelle, patrimoniale, quelle est la structure qui paraît la plus adaptée au projet avant tout et au développement de l'entreprise au regard des ambitions qu'un dirigeant ou un futur dirigeant peut avoir dans le cadre de son développement. Je pense que c'est un sujet important et les conseils de l'avocat dans le cadre d'une création d'activité sont essentiels parce qu'encore une fois, et en particulier quand on est à plusieurs à entreprendre, ça sécurise avant tout le lancement de l'activité. Après, pour terminer, et pas pour faire la publicité de notre profession, hein, mais en création, c'est important, mais en cours de vie sociale aussi, parce que je travaille avec beaucoup d'experts comptables et le partenariat est intéressant parce que en fait, ils sont vraiment dans le quotidien, dans le jus. En ce moment, on ne peut pas leur parler, ils sont dans les bilans et c'est compliqué. Et du coup, on a l'avantage de pouvoir prendre un peu de la hauteur et dire, voilà, où est-ce que vous souhaitez aller? Maintenant, c'est quoi votre projet à moyen terme? Et lorsque, par exemple, on s'approche de la retraite, c'est voilà, comment est-ce qu'on va gérer la transition? Comment vous allez gérer la cession de votre activité? Est-ce que l'on a fait ce qu'il fallait en termes d'anticipation? Est-ce qu'il faut, admettons, et même pas forcément l'arrivée de la retraite, mais par exemple, on a une personne qui souhaite céder son activité. Attention, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un apport à une société holding? Bon, ça serait pour faire l'objet d'une autre intervention, mais voilà, est-ce que pour éviter les plus-values dont on a rapidement parlé tout à l'heure, mais pour éviter de fortes problématiques, si c'est anticipé, on a des leviers juridiques et fiscaux qui font que c'est quasiment indolore ce genre de cession. Il faut simplement l'anticiper de quelques années et c'est là où souvent on arrive et on est un peu en pompier, dire voilà, ça y est, j'ai mon acheteur et c'est un peu tard. C'est pas que c'est tard, mais on a toujours des solutions, mais moins avantageuses. Je rejoins, pour conclure également complètement la vision de Denis Compigne, hein, c'est-à-dire que on voit parfois effectivement l'avocat, j'ai entendu le terme de pompier, effectivement on nous appelle quand il y a déjà le feu et que tout est déjà au moins à risque, sinon déjà brûlé. L'objectif, c'est justement, et Denis parlait avec justesse d'anticipation, justement de dire, bon, j'ai des zones que je connais, mais je ne connais pas tout. Et j'ai besoin de me faire entourer, par des financiers, par des banquiers, par des comptables, et aussi également par des juristes, avocats ou non. Mais en tout cas, de pouvoir anticiper en fait des zones que le chef d'entreprise qui est dans le quotidien de son activité n'a pas nécessairement en tête, quelle que soit l'activité. Donc effectivement, l'objectif de l'avocat dans ce cas-là, effectivement, alors on a la double casquette de conseil et de contentieux, c'est-à-dire que quand il y a une difficulté, on est aussi à même de défendre les intérêts de notre client devant les tribunaux, mais je pense que là, d'autant plus en matière de création de société ou de développement d'activité, il y a vraiment un rôle de conseil et voilà, Maître Compine parlait du conseil fiscal et du conseil comptable, ça fait vraiment partie des éléments qu'il ne faut pas négliger, qui sont à anticiper précisément pour éviter tout simplement de se retrouver au niveau fiscal, par exemple, hein, avec un redressement. Du jour au lendemain, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Et peut-être en toute bonne foi, effectivement, je ne comprends pas ce qui se passe parce qu'il n'y aurait pas eu justement ce lien entre les aspects, on va dire, comptables purs, fiscaux et juridiques sur l'activité. Donc effectivement, on intervient en tant que pompier parce que ça fait partie de notre métier. Mais si on peut intervenir juste avant que le feu se déclare, ou même idéalement suffisamment avant, c'est encore mieux à la fois pour l'avocat et pour tout le monde, et puis encore une fois pour l'entreprise, ça permet de limiter les risques. Hein, encore une fois, c'est toujours la même lecture qu'on a. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Parce que je regarde en même temps l'heure, il est 15h20, donc… Vous vouliez, excusez-moi, je vous ai interrompu, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Je disais simplement, on a débordé. Oui, mais ça va, c'est aussi les échanges qui permettent ça.
Je crois que vous l'aurez compris, c'est un sujet, merci à vous de vous être prêté au jeu de cette présentation synthétique et très riche sur les différentes options qui s'ouvrent à vous dans le cadre d'un projet de création de reprise. Évidemment, les avocats sont au quotidien aux côtés des chefs d'entreprise, en phase de création bien sûr, et puis de développement. Et comme vous le disiez, la transmission d'entreprise est aussi un vrai sujet qui s'anticipe. Je crois que le vrai mot, c'est l'anticipation. Vous avez parlé du terme haute couture tout à l'heure, mais effectivement, c'est bien cette image-là. Un projet est unique. Et vous êtes unique dans votre projet d'entrepreneuriat. Donc, cette unicité mérite aussi un conseil avéré pour éclairé pour vous aider justement de trouver le statut le plus adapté au projet que vous envisagez de développer et surtout aux perspectives de développement. Vous avez une idée, vous ne développez pas, vous ne créez pas pour 1 an ou 2 ans. Dans la démarche, c'est bien de pouvoir derrière pérenniser l'entreprise bien au-delà d'une période de 5 ans. Et du coup, la bonne réflexion, c'est de se dire quel est le statut qui est le plus adapté pour accompagner le développement et l'ambition que j'ai pour mon entreprise au final. Et effectivement, parmi les partenaires essentiels qui peuvent vous entourer de conseils, notamment les avocats sont là et on vous remercie, et la CCI vous remercie d'avoir participé à ce salon Recréa virtuel cette année, on l'espère en présentiel l'an prochain pour justement faciliter cette proximité et une relation plus intime, j'oserais dire, entre un porteur de projet et un conseil. C'est important d'être, de se dire les choses aussi, de partager, d'être dans la confiance pour optimiser le choix du statut juridique. Donc, merci à vous, Maître Duro et Maître Compigne, d'avoir animé ce webinaire. J'espère que vous aurez obtenu un bon éclairage déjà, et puis je vous invite à consulter des partenaires et comme en particulier le barreau des Hautes-Alpes. Merci encore, je vous souhaite une très bonne continuation et puis à bientôt. Merci. Au revoir.